Le 18 septembre 1927, le vainqueur de Verdun, au cours d'une majestueuse cérémonie patriotique, au milieu des innombrables tombes de tant de héros qu'il a mieux connus et aimés que quiconque, préside l'inauguration de l'ossuaire de Douaumont. À l'inauguration de l'ossuaire de Douaumont, le 18 septembre 1927. Le défilé funèbre auquel vous venez d'assister, si impressionnant qu'il soit, n'est qu'une faible représentation du nombre des héros qui ont trouvé la mort sur ce champ de bataille. Si tous ceux qui sont tombés ici et dont les restes sont recueillis dans ces cercueils se levaient, c'est une armée entière qui se dresserait devant vous. À cette foule innombrable des soldats tués à Verdun, qu'il n'a pas été possible d'inhumer au cours du combat, et dont les corps sont restés pétris avec la terre du champ de bataille, nous donnons aujourd'hui leur sépulture, l'ossuaire de Douaumont et leur tombeau définitif. Nous avons voulu qu'il fût digne d'abriter les restes anonymes des héros disparus. Nous avons voulu aussi qu'il fût un lieu d'inspiration féconde, où les hommes de notre pays puissent venir s'imprégner d'idées fortes. Il fut, comme Maurice Barrès proposait de l'appeler, le mausolée du cœur français. Mais la plus sublime œuvre d'art pourra-t-elle jamais traduire tout ce que nous voudrions lui faire exprimer? Pourra-t-elle dire assez à la gloire des morts et pour la leçon des vivants les souffrances supportées sur ce terrain et les sacrifices consentis? Pourra-t-elle fixer ce moment de notre histoire où le pays écoutait dans l'angoisse les échos d'une bataille qui engageait son sort et dont l'issue demeura si longtemps incertaine? La bataille de Verdun a été gagnée, comme toutes les batailles. À la volonté de l'ennemi, nous avons opposé une volonté plus forte. À son mépris des pertes, nous avons répondu par un esprit de sacrifice plus complet. Nous l'avons emporté, mais à quel prix? Si l'héroïsme est d'accomplir des actions généreuses en violentant la nature, certes, le soldat de Verdun a été un héros, mais sans y prétendre. L'épreuve commençait pour lui en montant en ligne. Les anciens de Verdun savent ce que l'expression relevée signifiait déjà de soumission au sacrifice, puisque les unités qui s'engageaient dans la fournaise n'en revenaient jamais qu'impitoyablement décimées. Et cependant, chaque soir, à la nuit tombante, on voyait de petites colonnes gravir les côtes en direction des plateaux où fumait la bataille. Ville d'hommes silencieux et graves, conscients du sort qui leur était réservé. Malgré les obstacles du terrain, malgré les barrages d'artillerie et les nappes de gaz, ces petites colonnes progressaient, laissant toujours en chemin des morts et des blessés. L'officier ou le gradé qui marchait en tête n'avait pas besoin de se retourner. Il savait qu'aucun homme valide ne voudrait manquer à l'arrivée. Tard dans la nuit, à la lueur des éclatements et des fusées éclairantes, les fractions relevantes finissaient par trouver au fond de quelques trous d'obus les débris des éléments à relever. La consigne était vite passée. Elle était toujours la même, tenir à tout prix. Alors commençait un drame de 4, 5 ou 6 jours. Soumis au pilonnage systématique de l'artillerie ennemie, les combattants voyaient leurs camarades déchiquetés à leur poste de combat ou ensevelis vivants par le bouleversement des terres. Leur poitrine haletait sous l'action des gaz, dont les fumées blanches, jaunes, verdâtres traînaient sur le sol, mêlant leur parfum nocif à l'odeur nauséabonde des pourritures remuées. À tant de souffrances, la pluie et la neige ajoutaient trop souvent le martyre de la boue. Dans cet enfer, et contre toute vraisemblance, nos hommes tenaient l'arme au poing, attendant stoïquement l'ennemi ou la mort. L'épisode de la tranchée des baïonnettes n'est que l'un de ces drames qui se sont répétés tout le long de nos lignes. Il a fixé magnifiquement dans son attitude héroïque la figure du fantassin de Verdun. De tous les soldats qui participèrent à cette épopée, le fantassin de Verdun fut celui vers qui tout se ramenait et de qui tout dépendait. Premier artisan de la victoire qu'il a conquise à force de souffrance, il est à placer le plus haut dans le respect reconnaissant de la nation. Mais d'autres types de soldats sont entrés avec lui dans la légende qui méritent aussi notre admiration.
les coureurs, les ravitailleurs, les canonniers, les aviateurs, les brancardiers. Les coureurs qui bondissaient de trou d'obus en trou d'obus, serrant dans leurs mains le petit bout de papier qui résumait l'ordre ou le renseignement indispensable. Les ravitailleurs de nuit, qu'on apercevait à la lueur des éclatements sur des pistes indécises, pliant sous le poids d'une besace de cartouches ou de grenades, hommes décorvés de vivres, portant en bandoulière une grappe de bidon ou un chapelet de pain enfilé sur un bâton. Combien sont tombés en route sur leur chargement? Les canonniers, l'histoire les représentant en bras de chemise, en fournant nuit et jour les obus dans les pièces pour que leur patrie hurlât tant qu'il restait un canon et un homme, et que le fantassin se sentit réconforté. Les aviateurs, ceux-là sont montés dans le ciel de Verdun, dans le sillage du Guy-de-Mer, et avec lui sont entrés dans la gloire. Les brancardiers, au courage du combattant, ils ont joint la fraternité charitable qui se cache dans le cœur français. Qui dira ce qui s'est dépensé de mou, de dévouement compatissant dans ces transports de blessés à dos d'hommes de la première ligne au premier poste de secours, sous l'ouragan des explosions et dans le chaos du terrain. Tous, il faudrait vous nommer soldats de Verdun, soldats de l'avant et soldats de l'arrière, car si je mets à l'honneur comme il se doit ceux qui tombaient au premier rang de la lutte, je sais que leur courage eût été vain sans le labeur obstiné de jour et de nuit, poussé jusqu'à l'extrême limite des forces de ceux qui assuraient la montée régulière des renforts, des munitions et des vivres ou l'évacuation des blessés, conducteurs des camions de la voie sacrée, sapeurs de chemin de fer, ambulanciers. De quel acier était donc forgé ce soldat de Verdun que la France a trouvé à point nommé pour faire face à une situation exceptionnellement grave et qui a pu affronter sans étonnement les épreuves les plus sévères? Était-il touché d'une grâce particulière pour avoir été porté aussi naturellement à l'héroïsme? Nous qui l'avons connu, nous savons qu'il était très simplement un homme, avec ses vertus et ses faiblesses. Un homme de notre peuple, dont les pensées et les affections étaient restées attachées, malgré 18 mois de guerre, au cercle de famille, à l'atelier, au bureau, au village, à la ferme où il avait grandi. Mais ce sont précisément ces liens individuels dont le faisceau constituait l'attachement à la patrie, qui lui imposait l'obligation de protéger des êtres et des choses qui faisaient à ses yeux le prix de la vie, qui le disposait au dévouement total. D'autres sentiments aussi y contribuaient. Affection pour la terre chez le paysan, qui trouvait naturel de se sacrifier pour la défense du champ paternel. Soumission religieuse aux décisions de la Providence chez le croyant. Défense d'un idéal de civilisation chez l'intellectuel. Cependant, les plus généreux sentiments ne suffisent pas à procurer l'aptitude combative. Celle-ci ne s'acquiert que peu à peu par l'accoutumance aux impressions du champ de bataille et par l'expérience des conditions de la lutte. Or, il faut se rappeler comment la guerre, déjà longue, avait en 1916 façonné l'homme de chez nous. Il en avait fait un soldat au sens le plus complet du mot. Tant de misères endurées l'avaient cuirassé contre les émotions et avait augmenté sa capacité de souffrance à un degré exceptionnel. La vision continuelle de la mort l'avait pénétré d'une résignation qui confinait au fatalisme. Une longue pratique du combat lui avait enseigné que les succès vont au plus tenace et avait développé en lui les facultés de patience et d'obstination. Il avait appris aussi que dans la lutte, chacun est solidaire de tous, et il avait sacrifié ses habitudes individualistes, ses préjugés de classe, créant ainsi cette admirable camaraderie qui a garanti la cohésion des combattants. Devenu soldat expérimenté, confiant en lui-même et dans ses camarades, orgueilleux de sa réputation, il montait en ligne, assurément sans enthousiasme, mais sans faiblesse, sentant peser sur lui l'exigence des nécessités supérieures de la patrie. Il accomplissait son devoir jusqu'à la limite de ses forces. Peut-on penser en effet que le soldat se serait élevé si haut dans l'héroïsme s'il n'avait pas senti derrière lui l'élan de la nation? C'est le pays tout entier qui a accepté la lutte, avec toutes ses conséquences matérielles et morales. Le soldat a été le vainqueur de la bataille parce qu'il a reçu du sentiment national l'impulsion nécessaire. C'est la volonté du pays qui s'est imposée à lui. Les Allemands ne s'y sont pas trompés
qui prétendait atteindre notre vieille citadelle pour frapper précisément la France au cœur. Messieurs, la victoire ne s'improvise pas. Notre pays, instruit par l'ère verte de 1870, s'était imposé pendant 44 ans la discipline des peuples qui veulent tenir leur place dans le monde. Le respect de l'autorité, la volonté de l'ordre, le culte de la patrie indiscuté est placé au-dessus des luttes intérieures, le consentement aux charges de la défense nationale. Tout ce que nous avons fait de grand a procédé de la qualité de nos sentiments et de notre sens des réalités. Et ce ne serait pas en nous éloignant des principes d'ordre, encore moins en glissant aux doctrines dissolvantes, que nous préparerions les générations futures aux difficultés de l'avenir. L'esprit de Verdun, qui a suscité de si grandes actions, doit rester le fondement de notre vie sociale et l'inspirateur du devoir militaire. Ainsi, l'ossuaire de Douaumont ne sera pas seulement le tombeau des morts, mais un sanctuaire de la conscience nationale et un centre de rayonnement des forces morales.